sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time avec une énorme page, bien sûr, dédiée à Standard Anderlecht. On va avoir toute une série d'autres sujets auxiliaires, ne vous inquiétez pas. Mais tout d'abord, on les présente, c'est nos chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Quentin, comment ça va? Ça va très très bien. Content surtout parce que c'est fini la trêve internationale. C'est la reprise du championnat. On a eu des goals le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est magnifique. Qui était au stade aussi, hein. Tu as vécu Quelle cette ambiance. foudre de Sclessin absolument incroyable. La magie de Sclessin a opéré sur toi. Exactement. Franchement, l'ambiance, elle était incroyable. Ce sport, les émotions que ça fait vivre, c'est le plus beau sport du monde. Et à tes côtés, ton binôme préféré, il y a Thomas qui est là. Exact, c'est aussi mon binôme préféré, hein. C'est réciproque, hein. On s'entend bien. C'est réciproque, vous entendez bien? On s'entend bien en dehors, à l'intérieur peut-être un peu moins quand il y aura des débats, mais ça va aller. Moi j'étais aussi au stade ce week-end, j'étais en Ligue 1? En Ligue 1 à Nice contre Marseille. Très beau match. Effectivement, très beau match. C'est évidemment une vraiment blague, hein. ouais. C'était une véritable pure. C'était C'était absolument un match à ne pas voir. Hein. S'il y avait un match vraiment raté, c'était Nice-OM ce week-end. Bah, je l'ai vu. Malheureusement, en plus de ça, tu étais au stade. Et à côté, on a quand même aujourd'hui un honneur absolument incroyable, un Diable Rouge et qu'on aime énormément. Marvin Ogunjimi est avec nous. Bonjour Marvin. Bonjour, ex-Diable Rouge. Ouais, mais quand on aime tes Diables Rouges une fois, on reste toujours Diable Rouge. C'est vraiment, c'est le passé. Tu fais, bah écoute, tu restes dans la famille en tout cas. Et c'est vrai que quand on regarde tes statistiques, j'ai été voir sur Transfermarkt, il est signalé 5 buts sur tes 7 sélections. C'est quand même des statistiques à la Erling Haaland, ça c'est incroyable. C'est pas mal, mais c'est seulement 7 matchs, donc c'est pas Haaland qui fait 200 matchs, qui met 150 buts, donc c'est différent. C'est vrai, effectivement. Mais en tout cas, c'est incroyable, hein, ton parcours est absolument fou. J'ai compté 10 pays différents dans lesquels tu as évolué durant toute ta carrière. Parmi ces pays, il y a la Thaïlande, la Corée du Sud, la Kazakhstan, la Biélorussie et le Vietnam. Pas mal. C'est quand même pas mal. C'est extraordinaire. J'aurais dû faire le carnet du bourlingueur avec toi. C'est pas mal avec le sac à dos et tout. Je serais venu filmer. Ce serait incroyable. Expérience de vie. C'est une vraie expérience de vie. 100%. Tu l'as fait pour ça? Non, parce que à un moment, j'avais pas d'autre choix. En Belgique, j'avais un étiquette sur moi que je pouvais plus revenir. Donc après, tu fais des décisions et c'est ça que j'ai pris comme décision et voilà. C'est vrai que effectivement c'est quand même très spécial, mais tu nous as marqué, hein, ton doublé bien sûr en 45 minutes face au Kazakhstan. Ouais. Voilà, tu restes aussi de cette génération, je dirais qui entre la génération dorée et la génération qui arrivait, tu as connu aussi les premiers, je dirais, joueurs importants de cette génération dorée. Tu as joué notamment avec Eden Hazard. Hazard, Lukaku, Axel, tout le monde est là, donc voilà, et chacun son chemin, chacun sa carrière, et eux ils ont fait beaucoup plus que moi et c'est la vie. Qu'est-ce que tu as, je dirais, retiré de plus de ta compagnie avec Eden Hazard sur le terrain? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à Eden maintenant qu'il est retraité? Un génie. Quand il a envie, c'est un génie. Quand il a envie, et quand on fait des petits matchs 55, c'était avec lui, c'était bon. Lui et Moussa Dembélé, un des deux, c'était parfait. Donc, c'est un génie. Avec ballon, il y a pas mieux que lui pour moi. Ça doit être facile quand on est attaquant, de jouer à côté d'Eden Hazard. Ah, trop facile. Après, il fait ce qu'il veut avec le ballon. Quand il a envie, il fait ce qu'il veut et tu peux rien faire comme ça. En plus, toi, tu étais un vrai attaquant de déviation. Ça veut dire que ce qu'on voyait, ce qu'on adorait voir chez Eden Hazard, c'était son moment à Chelsea où il jouait avec Olivier Giroud en espèce de point de fixation et il allait le chercher comme une espèce de target man pour ensuite aller aspirer les défenseurs, ce qui lui ouvrait de l'espace. Toi, tu pouvais aussi jouer ce rôle-là à un moment donné. C'était un peu ton profil, c'était un peu un attaquant de déviation aussi. Oui, je pouvais faire les deux, mais après, c'est vrai qu'avec Eden, il fallait vraiment être le pivot parce que lui, dès qu'il rentre avec la ballon, tu sais qu'il va se chercher pour une deux, après lui, il fait le reste, donc c'est facile. Et c'est vrai qu'il s'entraînait pas avec le Diable Rouge. Quand il venait, c'était claquer les chaussettes, tranquille. Il s'entraînait, mais c'était pas toujours avec la volonté parce que tout le monde sait qu'Eden, c'était pas le gars qui aimait bien l'entraînement. Mais quand il devrait jouer, il était là. Et ça, c'est le plus important. Alors, il faut que tu me dises et que tu mettes un point définitif à cette rumeur qui circule te concernant sur les réseaux. Est-ce que tu as été entraîné par Maradona ou pas? Non. Au Dynamo Brest. Explique-nous un peu. Pas du tout. Pour moi, c'était un coup de buzz pour le club. À mon avis, ils ont dû payer ou arranger un truc avec Maradona que voilà. Il est venu une fois là-bas au stade avec tout ce qui vient avec, tout le tralala. C'était beau à voir. Et puis, une fois avant le match qu'on avait la coupe pour la finale contre Bate Borisov, il nous a fait une vidéo il était à Dubaï. Nous étions sur une plage. Oui, les gars, bonne chance pour le match. Et voilà, mais il était jamais entraîné. Mais s'entraîner d'ailleurs et vivre en Biélorussie, ça doit être spécial. Est-ce que
Dans quelles conditions on est psychologiquement quand on dit je vais jouer en Biélorussie, quoi? On se met dans quel mode? On est loin, mais quand on aime le foot et en Belgique et autour, t'es plus bienvenu. Ben, tu cherches des solutions. C'est ça que j'ai fait. Et tu voulais tout le temps arrêter, tu voulais jamais arrêter de jouer au football, donc tu trouvais à chaque fois des nouvelles opportunités? Si, j'ai voulu arrêter à mes 28 ans, à 29 ans, mais je l'ai pas fait parce que je me bats, je suis pas quelqu'un qui laisse les choses aller facile comme ça. Donc à chaque fois, je me suis dit, écoute, continue, parce que voilà, t'es un joueur de foot, tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais bon, mentalement, c'est autre chose. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, bien sûr, ton parcours, je suppose qu'il y a énormément de personnes qui suivent cette émission et qui savent qui tu es, ta vie et ton parcours. Tu es notamment passé par le Standard de Liège, le KRC Genk, bien sûr, toute une série de clubs en Belgique. Mais quand est-ce que, justement, est arrivé ce fameux déclic où tu dis, OK, je peux plus jouer en Belgique et je passe, entre guillemets, plutôt sur des défis qui sont des défis plus, je dirais, exotiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique un petit peu aux gens qui peut-être n'ont pas vécu cet épisode. Ben, écoute, c'est après Standard, je suis parti au AGEL et là, ça n'a pas bien fonctionné. Et puis, je suis parti en Norvège et là, j'ai retrouvé le plaisir du foot sans étiquette, sans les gens parler au Ogunjimi. Il y a 2-3 ans, il était Diable Rouge et puis voilà, il a chuté fort, ce qui est la vérité, il faut pas se mentir. Mais puis, dans la vie, tout le monde a une deuxième chance, puisque moi, je l'ai pas vraiment eu. Est-ce que c'est ma faute? Certainement oui. Mais le foot, c'est un monde très très dur et il faut l'avouer. Et puis moi, je suis parti en Norvège et là, j'ai retrouvé le plaisir. J'ai marqué plein de buts. Et puis quand j'ai rebondi, j'ai fait les croisés la deuxième fois. Donc après, mentalement, c'est très très dur. Et puis, il savait que pour moi, la Belgique, c'était mort. Et tu la sentais, cette pression en Belgique? Quand tu étais joueur, tu sentais cette pression sur toi en tant qu'attaquant, de la presse, de la part des dirigeants, etc. Autour de toi, on attendait énormément de toi? Oui, et c'est normal aussi parce que pour Genk, j'ai mis quand même pas mal de buts. J'étais Diable Rouge. Mais après tout ce que j'ai fait pendant mes 3 ans, quand j'étais à Genk, 4 ans, j'ai tout perdu en 6 mois, 1 an d'aller à Standard et au AGEL. Tout le monde a perdu ce que je pouvais faire. Ça, c'était assez dur, mais c'est la vie, c'est le foot et voilà, je suis toujours là. Oui, bien sûr, on a un grand supporter du Standard à côté de nous. Qu'est-ce que Marvin Ogunjimi t'évoque comme souvenir? Parce que tu l'as vu sur le terrain. Bien sûr, je l'ai vu, mais je pense que ce qu'on retiendra encore plus de Marvin, c'est vraiment la période à Genk. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ce qui symbolise Marvin Ogunjimi, notamment aussi avec les débuts en équipe nationale, mais c'est vraiment si on doit symboliser, si on doit mettre Marvin Ogunjimi avec un club, moi je le mets quand même avec le KRC Genk. Le KRC Genk, c'est le meilleur moment, Thomas. Pareil pour moi, vraiment, c'était sa période à Genk et son duo avec Yelvosen, c'était avec Barda aussi, si je me trompe pas. Ouais. Barda, je sais pas si tu as joué avec De Bruyne, si c'était les débuts de De Bruyne aussi. Ouais, à mes côtés. Ouais, c'était une belle équipe à l'époque. Hein. Genk, j'aimais beaucoup. Vous avez joué en Europe aussi contre Maccabi Haïfa, je crois. Contre Chelsea, Leverkusen, Valence. Ouais, franchement, c'était Ligue des Champions. Il y avait le tour qualificatif, je pense, qui était incroyable. Ouais, c'était ça. Exactement. C'était incroyable ça. Non, je me souviens, c'était une très belle période. Ça doit être incroyable d'avoir vécu toute cette évolution de Kevin De Bruyne, de ton époque jusqu'à maintenant. C'est où qu'il a le plus progressé selon toi? Toi qui l'as connu, qui a joué avec lui? À Werder Bremen. Je pense que là, c'est devenu un homme. Parce que être de Belgique, aller en Angleterre, puis en Allemagne, pour moi, l'Allemagne, c'est l'état parfait pour faire comme Boniface maintenant il est parti de Belgique en Allemagne. Pour moi, l'Allemagne, c'est parfait pour un joueur comme De Bruyne. Et il a fait ça, c'est devenu un homme. Ouais. C'est intéressant, effectivement, c'est cette évolution absolument incroyable de Kevin De Bruyne. Mais messieurs, on va un petit peu chambouler le conducteur parce qu'il s'est passé énormément de choses ce week-end. Je voulais vous proposer de démarrer tout de suite par parole de supporters où on a posé une question à vous, à la communauté d'une manière générale du Clubhouse Football Time et on vous a demandé tout simplement si l'accession au play-off 1 pour le Standard de Liège était aujourd'hui ce qu'on appelait un objectif affirmé. Parce qu'il y a eu cette victoire entre le Standard et le Sporting d'Anderlecht. On va d'abord, bien sûr, avant de vous lire, faire un petit tour de table sur votre ressenti sur ce match. Comment est-ce qu'on peut décrire, Thomas, cette rencontre qui est passée de la vie à la mort pour une équipe et de la mort à la vie pour l'autre, en fait? Non, mais c'est incroyable. J'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé parce que on peut pas dire que Anderlecht a mal joué à ce moment-là. C'était juste, je pense, un coup de chance pour le Standard. Il y avait les supporters. Il y avait peut-être aussi un excès de confiance du côté d'Anderlecht. Mais une autre explication, je peux vraiment pas donner, si ce n'est peut-être l'arbitre. Mais ça, je pense qu'on va en parler après. Ouais, on va en pas parler. Sur le remontada. non, c'est vrai. Pour moi, l'arbitre, il a fait une erreur. Enfin, plus le VAR, je dirais, parce qu'on a notamment vu l'interview de l'arbitre d'après-match qui dit, lui, il n'était pas concentré sur cette action-là, mais on a mis le VAR. Mais le VAR, il sert à quoi? Parce qu'honnêtement, il y a penalty. Il y a penalty sur Dolberg. Ça, c'est hors de remontada parce que c'était déjà 3-2 à ce moment-là. Mais donc, pour moi,
l'arbitre, oui, ok, c'est lui le responsable sur le terrain, On mais va là, y c'est venir, la hein, ça, VAR c'est- qui doit intervenir. On va y venir. Ça, c'est des sujets, bien sûr, qu'on va aborder avec une question très claire. Monsieur Lardo est-il le responsable de la défaite d'Anderlecht? Mais avant ça, Marvin, tu as vu le match à la télé, je suppose. Oui. Quand tu es joueur et que tu vis ce type de match, tu as cette atmosphère, cette sphère que tu connais très très bien, cette magie de Sclessin. Est-ce qu'on peut considérer que justement le public a permis au Standard et à ses joueurs de se sublimer en deuxième période et de devenir encore meilleurs? Ben, je pense que même sur la première question, la réponse est Sclessin. Quand là-bas, ça commence à chambouler, quand on se pose à crier à son équipe, tout est possible. À Sclessin, tout est possible. Quand ça va bien, tout est possible. Et les dernières semaines, ils jouent un peu mieux avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, 3 nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc ça va mieux. Oufkens, il a trouvé son équipe un peu, donc ça va mieux. Et si les supporters se mettent derrière leur équipe, tout est possible. Ouais. C'est tellement, c'est chaud que voilà, que tout est possible. Même 0-2, 0-3, comme Oufkens il a dit, même 0-3, ils pouvaient gagner. Moi, je l'ai pensé parce que tellement quand ça commence à tourner, c'est chaud de les arrêter. Alors, à cette question, effectivement, vous étiez énormément à répondre. Hein. Est-ce que l'accession au Playoff 1 doit être un objectif affirmé pour le Standard de Liège? Régis Warmont a une analyse plutôt intéressante, on va la lire ensemble. Tout qui supporte le Standard depuis 40 ans, présupposer que c'est son cas, c'est qu'on va perdre les matchs contre la Lanterne Rouge et autres équipes luttant pour la relégation, donc ça reste compliqué. Est-ce que là aussi, on n'a pas justement le côté inverse de ce qui est exceptionnel dans les gros matchs, où on dit, ouais, mais en fait, le Standard est quasiment injouable sur un gros match, ça peut être un vrai arbitre pour le titre, mais quand il convient d'être un peu plus juste sur des moments où il faut les gagner, les 3 points ont la même valeur, eh ben en fait on n'y arrive pas, Thomas. Bah oui, mais après quand on analyse les 2 matchs, ils ont gagné aussi face au Club de Bruges il y a 3 semaines si je me trompe pas. Quand on analyse les buts, quand on voit, je suis désolé mais il y a quand même beaucoup de chance du côté des buts. Le but d'Alzate par exemple, il est contré, ça retombe dans ses pieds, il tire ses buts. Bon, Ngoy, bon ça c'est autre chose, ça c'est vraiment du talent, il est très en forme. Très fort. Mais comme Price aussi, c'était aussi un but qui sortait de nulle part. C'est pas des constructions de jeu qui sont fluides, qui sont belles à regarder. C'est plus un côté, enfin le côté chanceux et aussi le fait que ce soit Sclessin et comme il disait, tout ce qui se passe à Sclessin, c'est l'enfer de Sclessin quoi. Mais tu pointes un point qui est pour moi super intéressant, c'est la qualité individuelle des joueurs qui fait la différence dans les rencontres. Oui, effectivement, il y a de la réussite, mais il est où le fond de jeu aujourd'hui de Karl Oufkens? Quelle est la proposition du Standard sur le terrain? Marvin, tu as vu le match? Il n'y a pas une lisibilité claire. En fait, c'est une équipe qui fait vraiment ce que le kick and rush à l'anglaise peut faire de mieux, mais quelque part, il n'y a pas une identité propre au jeu, comme il pouvait y avoir celle de Ronny Deila la saison dernière, quoi. Et non plus, ils n'ont pas un joueur que tu peux dire, lui, peut faire la différence. En Anderlecht, il y a Hazard qui peut le faire. À Bruges, ils ont Van Aken, Genk, ils ont plusieurs de joueurs. Standard, ils n'ont pas ce type de joueur. Steven Alzate, pour toi, c'est pas suffisant? Pas encore à ce niveau-là. C'est pas encore El Kanous, c'est pas encore Torgan Hazard. Il a un niveau pour arriver, mais pour moi, c'est pas encore le même niveau que les autres. Et ça fait que Standard, oui, en équipe, ils doivent le faire comme ça. Parce que voilà, ils n'ont pas les joueurs individuellement assez forts pour faire comme ça. T'es d'accord avec l'analyse de Marvin? Il n'y a pas de facteur X au Mais Standard? pour moi, ça peut être leur défaut comme ça peut être leur force. Par exemple, imagine Anderlecht, c'est Hazard. Après, Hazard, il est sorti, on n'a plus vu Anderlecht. Donc, je veux dire, tu sais qu'une équipe, ils ont un élément phare, tu essaies de tout faire pour le bloquer. Ouais. Tandis que là, tu vas faire quoi? Tu vas essayer de bloquer Djenepo, tous les goals vont passer du côté de Fossé. Tu vas essayer de bloquer Fossé et Djenepo, ça va passer d'Alzate. Donc, ça peut être un défaut comme ça peut être une force pour moi. Alors, il y a une analyse effectivement qui a été donnée par Guillaume Gauthier, que je salue d'ailleurs, le journaliste du Vif, qui est souvent assez brillant d'ailleurs sur ses analyses, qui faisait en fait remarquer que quelque part, le Standard s'est trompé un petit peu de côté en première période en allant poussant tout le temps sur la vitesse et surtout la qualité individuelle d'un Moussa Djenepo qui a ennuyé Sardella, qui a finalement assez bien défendu son côté. Hein. Il s'est fait parfois prendre un revers. Mais au final, tous les buts sont passés du côté droit et on a vu que la difficulté, c'était bien le duel Augustinsson-Fossé. Et d'ailleurs, Fossé a été à un moment donné complètement pris par l'élan de Sclessin en sur-régime complet, ce qui a permis au Standard ensuite, eh bien, sur ce côté droit-là, de faire une différence folle. Et après, on a vu aussi que Fossé était absolument éreinté. Il a dû sortir tellement il était fatigué. Est-ce que peut-être ça aussi, c'est un rééquilibrage tactique qu'on peut mettre justement à l'actif de Karl Oufkens, Quentin? Bien sûr, on a retrouvé un Marlon Fossé qu'on a connu à sa plus belle époque l'année dernière, sous Deila, où justement il occupait ce 3-5-2, ce couloir, et offensivement il était incroyable. Et on a vu notamment ça. Maintenant, là j'ai quand même envie de pointer quelque chose. On l'a tous vu, tous les goals venaient de Fossé. On a vu qu'Augustinsson était en difficulté. Reimer, réveille-toi.
Oui, T'as Ndiaye sur le banc. C'est exactement T'as ce que Ndiaye sur le j'ai banc, en tête. réveille-toi. T'encaisses un goal de ce côté-là. T'encaisses un deuxième goal de ce côté-là. Je sais pas, réveille-toi. Non, tu fais monter Ndiaye quand c'est 2-3. Ouais, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. S'attendait-il à encaisser 3 buts en 9 minutes? Ouais, Personne, mais même hein. au moins, tu vois que ton défenseur il est en difficulté. Ok, il en encaisse un, mais je sais pas, réveille-toi, bouge-toi et fais-le sortir. Surtout que t'as Ndiaye sur le banc et qui non plus n'a pas démérité lors des précédents matchs. C'est Bah. pas que c'était quelqu'un qui était vraiment nul ou quoi. Pour moi, il est meilleur qu'Augustinson. C'est lui qui devrait être le Largement. titulaire. Ouais. À gauche, je ne comprends pas. C'est parce qu'il est sûrement suédois, que c'est proche du Danemark, j'en sais rien. Mais C'est un transfert Ouais. maison, effectivement. ouais, donc C'est- je sais pas. Alors, il faut savoir qu'effectivement, les transferts à Anderlecht sont faits concomitamment avec Brian Rimmer, donc ils sont validés, les profils par Brian Rimmer. Peut-être que lui-même avait ce besoin, et il y avait une opportunité qui s'est présentée sur le marché, notamment avec les liens. Le FC Séville devait se débarrasser d'énormément de joueurs cet été. Et Delaney. Il devait, Voilà. et il y avait effectivement l'opportunité de l'année. Est-ce qu'on n'a pas fait un petit package qui peut parfois être un Bah petit oui. poison, enfin, cadeau empoisonné du côté du Sporting? Ça, on peut se poser la question. Mais j'ai envie de vous reparler de Karl Hoefkens quand même. Est-ce que pour vous, il a fait taire les critiques, Marvin, pour toi? C'est un peu vite, je pense. Je pense que là, en ce moment, il est fait bien. Bon, il a gagné 2-3 matchs et c'est pas assez pour taire les critiques. Bien sûr que nouveau coach à Standard, ça peut être chaud, ça prend du temps, tout réacter toi, tout est nouveau, beaucoup de jeunes. C'est différent qu'à Bruges. À Bruges, il y avait une équipe avec Lang, Van Aken, tout était construit, à part Clément. Donc lui-même, il a dû faire un truc nouveau et voilà, mais pour moi, c'est encore trop tôt. Yaya Touré qui n'était pas là parce qu'il était malade. Hein. Les gens se sont beaucoup, je dirais, interrogés sur son absence. Il était simplement malade. Yaya Touré n'était pas malade pour aller au tirage au sort de la CAN. Il est malade pour Standard Anderlecht. Ah, Voilà, c'est les priorités. Thomas. Non, je sais pas si vous avez vu la réaction de Hoefkens quand Ngoy a marqué le 3-2. Ouais, excellent sur la tête. Ouais. Même lui, il y n'en croyait revenait pas. pas, il en revenait pas. Et il a eu une réaction, oh, je m'en reviens pas. Après, direct, il s'est remis à son état normal, très concentré. Les gars, c'est dans la tête, etc. Mais même lui était très, très surpris. Donc, je pense même que lui ne croyait pas que le Standard pouvait revenir au 3-2. Et c'est pour ça que je veux revenir aussi sur le fait que c'est vraiment un coup de chance. Pour moi, c'est pas la qualité qui a primé sur cette victoire. Cette image, elle est belle. Elle est belle Ouais. parce qu'elle dit énormément de choses de Ouais. Karl Hoefkens, qui, bon, pour pouvoir avoir pu déjà discuter avec lui, je vous fais cette confidence, est un ultra sensible. Donc ce mec-là va réagir directement à ce qu'il ressent, sans parfois, je dirais, contrôler son Ouais. image, etc. C'est ce qui donne aussi un aspect très sympathique au Standard, parce que Karl Hoefkens, il a une bonhomie hyper sympa, quoi. Quand on voit Karl Hoefkens, on a envie allez, on a envie d'être bien avec lui. C'est pas quelqu'un qui va cacher des choses. Il est toujours très droit. Et à la limite, quand il dit quelque chose, il le fait. Allez, il y a une sympathie aussi, et j'ai un peu l'impression que Karl Hoefkens va attirer la sympathie pour le Standard cette saison. Mais est-ce que tactiquement ça va être suffisant, cette espèce de toujours aller à la réaction, toujours aller à la je dirais être tributaire du public, être tributaire de toute une série de facteurs qui vont faire qu'on va gagner. Est-ce que ça c'est suffisant pour aller chercher les playoffs 1? C'est ça la vraie question, Faut pas Quentin. s'enflammer. Il faut Faut lui pas laisser du temps. s'enflammer parce que, comme on a précédemment parlé avec Marvin notamment, mais le Standard, au début de la saison, ouais, on vise les playoffs 1. Donc on a après début de saison complètement catastrophique. Après ils reviennent sur leur décision, sur leurs propos, la direction. Ouais non, les playoffs 1, on va l'oublier. Clac, ils font quoi? Ils font meilleur du championnat sur les 5 derniers matchs, 13 sur 15. Dans le match contre Bruges, dans le match contre Anderlecht, on savait tout le monde savait que c'était le Anderlecht qui était favori, c'était Bruges qui était favori. Clac, ils gagnent une victoire. En fait, le Standard, ils sont forts quand on les attend pas. Notamment avec la personne qui avait créé un message comme quoi on sait que le Standard, ils vont perdre contre les promus et tout. Mais voilà, le Standard, là, ils sont favoris. En fait, le Standard, ils aiment pas jouer dans ce rôle de favori. Et notamment, on le voit avec les prestations l'année dernière, mais ils sont pas favoris contre l'Antwerp à domicile. 10 minutes de jeu, 3-0. Ils sont pas favoris contre Bruges, ils gagnent 3-0. Ils sont pas favoris contre Anderlecht, 3-1 match arrêté. Et ici, on est reparti dans cette même spirale. Donc justement, ils doivent pas s'enflammer. Ils doivent pas se dire, ben voilà, ça y est, on a battu Anderlecht, on a battu Bruges, ça y est, on est reparti, on vise les playoffs 1. Non, continue dans cette spirale. Regarde ton calendrier ici, et après, tu pourras parler. Thomas. Non, je suis complètement d'accord avec son analyse. Pour le coup, j'ai rien à redire. C'est vraiment parfait ce qu'il a dit. Et, Il y a d'autres personnes qui ont également réagi sur les réseaux et qui vont apporter encore un petit peu je dirais comment est-ce qu'on dit, d'eau à ton moulin. Voilà, c'est ça l'expression, d'eau à ton moulin. Effectivement, il y a Voltom sur Twitter d'ailleurs, ou X, vous appelez ça comme vous voulez, qui vient nous expliquer quelque chose d'assez intéressant. Vu d'où le Standard vient et étant donné la façon dont le règlement est construit, le Standard a plus de chances d'être européen en visant et en remportant les playoffs 2 qu'en essayant d'accrocher les playoffs 1. Pas Ça faux. aussi, Ça, ça c'est peut vrai. être une solution pour le après, Standard. c'est plus compliqué de
de se qualifier pour les playoffs 2 parce qu'il y a, enfin pour prendre le ticket européen parce qu'il y a tellement de facteurs, etc. En playoff 1, bah tu finis 4e, t'es potentiellement candidat pour un ticket à l'Europe. En playoff 2, faut quand même battre pas mal d'équipes, faire la finale, ça là. Enfin c'est. Et puis en playoff 1, il serait pas favori. Oui. Souvenez-vous du Standard qui avait été à la dernière place de ces playoff 1 et qui au final avait failli être champion. Parce qu'ils étaient dans cette pause, ben voilà, on est là, on a pris la dernière place des playoffs 1, on n'a plus rien à jouer, on joue sans pression, on n'est pas favori, et clac, ça gagne, et clac, ça gagne, et clac, ça gagne. Donc, c'est peut-être cette 6e place au final qu'ils ont besoin pour espérer être européens, comme le dit Thomas. Je pense que si ils sont en playoff 2, je suis pas sûr qu'ils seraient européens. Non, l'année dernière, c'était pareil. Ouais, si la priorité du Standard, c'était de gagner la Coupe de Belgique cette saison? La vraie priorité, parce que c'est la manière la plus rapide d'accéder à l'Europe. Hein. Oui, mais ok, ça c'est un coup de chance. Ça joue sur un match. Tu l'as gagné, toi, la Coupe de Belgique? Je l'ai gagné. J'ai marqué en finale. Donc, et voilà. Et donc, tu l'as gagné. Tu as marqué en finale, Marvin. D'ailleurs, c'est un honneur. On a un vainqueur de Coupe de Belgique ici, messieurs. Il faut le dire. Mais par contre, c'est un coup de chance. Moi, j'entends ce mot-là. C'est un coup de chance. Ouais. Toujours dans la match. Ouais, c'est une match. Tu peux avoir un carton rouge, ça peut être terminé. Bah, c'est ça. C'est pour ça. Et même pour revenir sur les playoffs 1, playoff 2, playoff 1, c'était différent. Les joueurs veulent playoff 1 parce que c'est le plus haut que tu peux jouer. Tout le match contre Union, Gantoise, où tu vas aller jouer à Saint-Tron, à tous les respects, ou HL ou peu importe. Ou HL, c'est différent. Moi, je l'ai fait, j'ai joué playoff 2, c'est différent que playoff 1. Playoff 1, tu sais que tu vas jouer à Anvers, à Genk, à Bruges, à Union, à Gantoise. Ça, c'est des matchs pour que tu veux jouer à la fin de saison et pas à Saint-Tron un dimanche soir à 9h. C'est différent. Ton mindset est différent. En fait. Voilà, c'est différent. Et même les supporters, même pour les supporters, ils veulent voir le match contre les plus grands. Pas contre à la maison, que tu gagnes 5-0 contre Saint-Tron, contre une autre équipe. Ouais, effectivement. Donc c'est ça qui change aussi. On pourrait avoir une petite surprise. Hein. D'ailleurs, on va y venir dans les moments forts de la semaine. Le Cercle de Bruges travaille très très bien. Ils sont dans ces playoffs. Ils sont très bons. Hein. Ça fait depuis que cette équipe est ok. Ils ramassent beaucoup de buts, mais ils marquent aussi. Et leur pressing qu'ils jouent, c'est incroyable. Merci Kevin Denke, hein, qui est selon moi le meilleur avant-centre de déviation du championnat. Lui, il va en Ligue 1 l'année prochaine, c'est sûr. Non mais c'est sûr. Il y avait déjà Montpellier, Lyon. Oui, il y avait Montpellier déjà. Il va en Allemagne, comme Boniface. Et je pense qu'il avait besoin de confirmer encore pour pouvoir faire ce pas de Ligue 1. Après, il est pas... Intéressant ça, concernant Kevin Denke, tu dis, je préfère le voir en Allemagne qu'en France. Pourquoi? En France, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué en Allemagne. Boniface, maintenant, ce qu'il fait en Allemagne, 7 buts et 3 assists en 8 matchs. C'est comme Openda, c'est pareil. Hein. Là-bas, il y a beaucoup plus d'espace. En France, ça peut être fermé, ça peut être très très fermé. En Allemagne, il n'y a pas de fermeture. Il y a attaque et vas-y. Bien sûr. Juste avant de bien sûr attaquer cette belle période des moments forts de la semaine avec tout ce qui s'est passé en JPL, bien sûr, on ne peut pas éviter le sujet de l'arbitrage dans ce match. Monsieur Lardo est-il le responsable de la défaite d'Anderlecht, Marvin? Non. C'est Anderlecht tout seul. Si pour moi aussi, jouer avec un bon attaquant, un bon numéro 9, ils peuvent gagner le match. Mais Dolberg, il garde aucun ballon. C'est un buteur, oui. Mais c'est pas quelqu'un, quand tu es en difficulté, tu peux lui mettre la balle, garde la balle et ralentir les jeux. Non, il perd tous les duels. Tu l'as dit au début de cette séquence, Quentin, il y a eu un vrai problème au niveau du VAR. On n'a pas signalé la faute et Monsieur Lardo a chargé complètement ses assistants en disant mais attendez, moi je l'aurais sifflé ce penalty, je l'aurais fait si je l'avais vu, j'avais le dos sur la phase et j'étais en face d'une action où le joueur avait le ballon au pied, je n'ai pas pu voir cette phase. Si on m'appelait pour ce qu'on appelle un missed incident, j'aurais été voir, j'aurais préféré au moins aller voir l'action. C'est encore un problème d'arbitrage qui va encore continuer à alimenter les polémiques et qui va encore une fois aussi mettre un petit peu le jeu de côté et les vrais problèmes d'Anderlecht aussi. Ouais, du coup, c'est un problème de la VAR, mais c'est Monsieur Lardo qui en paye les pots cassés. Mais le problème, c'est la VAR. Je comprends pas pourquoi on instaure cette VAR et elle est inutile, elle sert à rien. Là, comme il dit, on a trouvé, mais au moins, fais-moi un check, je vais voir. Et lui, là, au moins, il sait prendre sa décision. Ouais, voilà, il y a penalty ou non, il n'y a pas penalty. Donc là, c'est lui qui ramasse tout sur lui, mais au final, lui l'avait dit, il y avait penalty. Donc, mais au final, c'est... Situation litigeuse également sur le but d'Engoy. On ne sait pas vraiment est-ce qu'il le touche de l'aisselle, est-ce qu'il le touche... C'est très très rapide et franchement, même le VAR n'aurait pas pu voir l'action. On peut pas annuler un but pour ça non plus. On ne sait pas justement si c'est là ou là. Il a mis, voilà, faut pas... Alzachet, lui, il la touche pas de la main. On a bien vu sur les images. Donc, En tout cas, ce qui est certain, c'est que les supporters d'Anderlecht veulent faire entendre leur voix. Ça fait maintenant plus de 24 heures, 48 heures au moment où cette émission va sortir qu'il y a énormément de plaidoyer en disant qu'Anderlecht a été volé. Vraiment, vous estimez qu'Anderlecht a été volé? Bien sûr que non. Comme Marvin l'a dit, c'est Anderlecht qui s'est tué tout seul. Tu gagnes 0-2 à la mi-temps. Tu peux pas te faire revenir 3-2. Je sais pas, à un moment,
Ouais, ok, ils ont eu le souffle coupé, je sais pas si c'est avec l'ambiance ou autre, comme les joueurs, même d'Anderlecht, Sardella et tout le disaient après match, avec l'ambiance et tout, c'est dur à faire, mais tu mènes 0-2, ou même le coach, pour moi, le coach, aussi un des responsables. Tu mènes 0-2, ben, tu prends 1-2, je sais pas, fais des choses, bouge, 2-2, tu bouges pas. Je sais pas, Rimmer, il avait l'air un peu impuissant, je trouve. Je pense que c'est le 0-3 qui fait mal, en fait. Parce que le 0-3, je sais pas si vous avez vu tous les joueurs, ils sont tous pris dans les bras, ils ont été vers les supporters. Le but a été annulé. Je pense que ça les a fait aussi côté standard, hésiter, ça les a refroidis. Et du coup, ils avaient cet excès de confiance en eux, et je pense qu'ils l'ont un peu encore gardé en eux, et ça a peut-être joué. Mais après, à la mi-temps, ils ont cru que le match était fini. Bah oui, c'est ça. T'as déjà eu un match, Marvin, où tu as senti que c'était l'arbitre qui avait fait basculer la rencontre? Ben, je pense tous les jours de foot. Surtout en Belgique. C'est l'arbitre, mais bon, ce week-end, ouais, c'est clair, il y avait penalty. Lui-même, il a dit. Après, c'est facile de dire que c'est l'arbitre, il faut aussi rire sur-même. C'est chaque week-end comme ça. Voilà, c'est ça. On peut pas dire que l'Ardo est responsable parce que, en fait, il y a aucun. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un arbitre qui performe vraiment très très bien en Belgique là actuellement? Est-ce qu'il y en a un en Belgique? Chaque week-end, il y a un problème avec un arbitre. Bah oui. Donc en fait, est-ce qu'il est responsable? Non, parce que c'est juste le niveau belge. Moi, il y a juste un truc qui vraiment me gêne au niveau de mais c'est encore une fois pas Monsieur Lardo, mais c'est les gens au-dessus de Monsieur Lardo qui sont responsables. Pour éviter toute polémique, tu ne nommes pas un Liégeois pour aller à Liège, pour arbitrer le match Standard de Liège. À Anderlecht, c'est pas possible, en fait. On ne fait pas ça. C'est même au niveau politique, comment ont-ils pu penser à faire ça? Ils ont raisonné d'une façon très simple. Moi, je pense que c'est ça. Ils ont dit, c'est le meilleur actuellement. On va mettre le meilleur pour le match certainement le plus important ou le plus attendu de ces dernières semaines. Je peux comprendre le raisonnement. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'inconscient dans le football. Il y a ce qu'on appelle le subconscient chez un individu. Et c'est très compliqué de jouer avec ça. Et en même temps, l'image que tu vas renvoyer et les supporters adverses vont premièrement tout de suite pointer là-dessus, tout de suite attaquer. D'office. Donc c'est la fédération qui est en véritable problème là-dessus. Il n'aurait pas dû être nommé. Moi je pense que on aurait dû, quitte à prendre un arbitre flamand, Monsieur Visser, même s'il est pas terrible, Monsieur Visser, il aurait dû venir. Voilà, Monsieur Visser, on sait qu'il adore le club de Bruges, visiblement. Mais voilà, c'est un vrai problème pour moi. Ouais, ça c'est vrai, mais comme je comprends pas le VAR, comment tu peux rater un penalty comme ça? C'est surtout ça. L'Ardo, tout ça, c'est correct, mais il a fait un bon match. Mis d'accord ça. Mais comment le VAR ne va pas intervenir dans ça? Ça, je comprends pas. Apparemment, 2 secondes. Il a dit, dans l'oreillette, le check a été fait en 2 secondes. Comme quoi, après 2 secondes, ils lui ont dit non, il n'y a pas penalty. Comment tu peux vérifier en 2 secondes qu'il n'y a pas penalty? Parce qu'il y a apparemment alerté le fait qu'il y avait Dolberg qui était dans le rectangle par terre. Et en 2 secondes, ils ont dit non, il n'y a pas penalty. J'ai vu l'image du camion, ils étaient 4. C'était qui, rappelez-moi, c'était qui à la VAR? Ah, ça, je sais. C'est surtout ça qu'il faut pointer, parce que là, tout le monde mitraille l'Ardo parce que c'est le premier sur la ligne. Mais non, c'est derrière, comme tu dis, la fédération, la VAR et tout, c'est derrière les problèmes. Mais quand Van de Ven, il a regardé à aucun moment le ballon. Ouais. Il sait même pas où était le ballon. C'est vrai, absolument. Donc, comment le VAR peut pas dire ah oui, il y a une faute? Ça, moi, je peux pas comprendre. Même les gens qui connaissent pas le foot, ils vont dire c'est penalty. Mais ils ont mis des gens là-bas qui connaissent le foot, ils ont pas mis penalty. Ah là là. C'est très très compliqué. Surtout comme je le rappelle, ils étaient 4 devant leur écran et ils avaient 8 écrans à disposition dans un camion fermé. Donc il n'y avait pas d'autre distraction possible que de regarder l'écran. Ils sont payés pour ça. On rappelle quand même, c'est un peu leur métier. Donc véritable erreur ici de l'arbitrage qu'il faut quand même souligner dans le clubhouse. Comme chaque semaine. Il faut un écran pour ça, pas 8. Un écran, tu vois, c'est penalty. Oui, non, mais c'est vrai. Ils ont 8, nous on a 1. Ils en ont peut-être trop, je pense, c'est ça. Voilà. Ils ont trop de ralentis, exactement. Ils ont trop d'outils à leur disposition. Bon, en tout cas, c'est très dommage parce que ça va un petit peu, je dirais, encore causer des problèmes et surtout on va peut-être un peu écarter aussi le mérite du Standard qui, ceci dit, voilà, a fait la différence sur 15 minutes, mais après on n'a plus rien vu non plus. En première période, le Standard a été meilleur qu'en seconde période et pourtant ils ont mis 3 buts, c'est ça qui est fou. Mais c'est ça que je dis, c'est les buts qui ont été marqués. Il y a rien enfin, il y a pas eu de construction. C'est de la chance un peu. À part le but de Ngoy, ça, franchement, ça, il faut vraiment le souligner. Il était incroyable. Le but de Kawabe est beau aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est beau, mais bon, c'est aussi, c'est une erreur de Schmeichel. Ouais, oui, bien sûr. Schmeichel, s'il est meilleur, il peut y aller la chercher. Hein. Oui, franchement, j'ai eu la même réaction. Si c'était Dupé. En moins, Martin. Voilà, si Michael il y a 4-5 ans, Alcester, ouais. Si c'était Dupé dans les buts. Dupé qui doit rigoler sur le banc, là. Ouais, si c'est Dupé dans les buts, je pense qu'il a. C'est la réaction que j'ai eue quand j'ai vu le but. Le Maxime ralenti. Dupé, à l'heure actuelle, il est bien meilleur que Kasper Schmeichel. 40 fois. Franchement, je prends aucun risque en disant ça. Mais pourquoi que Schmeichel, il joue?
Tu le sais, toi? Bah, Personne, il joue. c'est un Danois. C'était une question rhétorique. Hein. Aïe, attention à la Danish Mafia ici. Hein. Donc forcément, d'un Standard à un ancien entraîneur du Standard, on fait ce lien vers les moments forts de la semaine et vers le club de Bruges. Et c'est très simple, on va parler de Ronny Deila, bien sûr. C'est affreux, hein, Quentin. Le club de Bruges doit-il virer Ronny Deila? Plus mauvais départ depuis 40 ans. Ouais. Plus mauvais départ depuis 40 ans. Une victoire sur les 7 derniers matchs. Comment tu peux le garder? C'est bon qu'on le garde. Parce qu'ils savent que le calendrier ici, c'est quoi? C'est à Lugano, puis c'est à domicile contre l'Inter, et puis c'est à l'Union. Ils savent que là, ils vont avoir des petits soucis. Pour pas commencer un nouveau coach directement et le mettre dans le bain dans un gros match pour lui dire, ben voilà, imagine le nouveau coach, il arrive, claque défaite parce qu'il joue contre l'Inter, puis qu'il joue contre l'Union. Non, mais Deila, moi, je dis dans 2 semaines, même pas, c'est fini, Deila. Mais Deila, c'est fini. Oufkon, c'est fini. Parker, c'est fini. Est-ce que c'est forcément la faute des entraîneurs? Ils ont aucune stabilité, ils ont rien du tout. Pour moi, c'est pas la faute des entraîneurs. Les 3 entraîneurs qui sont passés, c'est des entraîneurs qui avaient la qualité pour faire quelque chose au club de Bruges. Pour moi, c'est les joueurs, les individuels, enfin les joueurs des joueurs qui sont incroyables. Oui, mais c'est des joueurs individuels. Genre Scovolsen, il joue pour lui, il joue pas pour le club. Buchanan, il joue pour lui, il joue pas pour le club. Il y a plus ces joueurs. Il y avait des joueurs avec de la personnalité avant. Il y avait des Vormer, il y avait des Mata. Il y en a plus. C'est qui les joueurs avec des personnalités fortes au club de Bruges actuellement? Les Noah Lang sont partis. Oui, Noah Lang aussi, lui aussi. C'est encore le meilleur exemple, mais ça. pour moi, c'est la défense. Bah oui, mais il y a pas de caractère dans cette équipe. Depuis qu'il n'y a plus Koussounou, les joueurs comme ça, c'est fini. Ouais, non, ils ont Spillers et Mekele. Pardon, c'est pas assez. Mais non. C'est pas assez derrière. C'est pas assez. Il faut un défenseur, un leader. Ils ont pas. Mekele, ça fait 10 ans qu'il est là, mais pour moi, c'est pas assez. Spillers, on le pousse pour le vendre. 18 ans. Mais c'est pas assez. Chaque semaine, il fait des erreurs. Trop jeune. Et tout le respect pour lui parce que c'est un bon joueur, mais c'est pas assez. Quand on voit les clubs rouges d'il y a de 5-6 ans passés, c'est pas assez. Et ça, il faut le dire. Deila, il a une défense pas assez forte. L'année passée, il y avait Noah Lang. Au top, Buchanan, lui, veut partir depuis. Mata, il est parti. Il faut pas oublier ça non plus. Maintenant, il manque un vrai neuf. Ils ont mis 8 millions pour Thiago, mais les occasions, elles ne s'en mettent pas. Tu peux pas dire qu'ils ont un buteur. Il leur manque aussi un buteur parce que t'as un Nusa à gauche, t'as un Scovolsen à droite. Les joueurs, ils sont fournis. Regarde vraiment la galette qu'il met Scovolsen pour Thiago. Il arrive, ça va sur Vandenberg. Ok, Vandenberg fait un bel arrêt qu'il met sur le poteau. Mais Thiago, là, il doit tuer. Entre le point de pénalty et le petit rectangle, c'est à 0-0. T'es au début du match. Hein. Tu lances ton match, là, c'est à 0-1. Tu sais que c'est. Et tu joues à court trait. Mais c'est un manque de confiance parce que quand on regarde les numéros 9 du côté de Bruges, le dernier qui a vraiment performé, c'était Wesley Dia, je sais pas, il y a 5 ans. Tous les investissements qui ont été faits pour les numéros 9, c'est pas bon. Et des gros investissements. Ben oui, c'est ça. Il y a eu Kremenchik, il y a eu Yaremchuk. Mais c'est des joueurs qui ont du talent. C'est que il y a quelque chose qui va pas. Et pour moi, c'est dans le club même. Il y a pas de. Moi, je veux bien un joueur comme Zirkzee avec le Bruges. Pourquoi ils jouent à Bologne? Tu peux aller chercher là-bas facilement avec le budget qu'ils ont. Mais ils l'ont pas fait. Ils ont parti chercher Thiago qui a joué en Bulgarie. Ils ont essayé, hein. Quand il a quitté le Sporting d'Anderlecht après son prêt, le club de Bruges a essayé, mais c'est Zirkzee qui a décidé d'aller du côté de Bologne et qui a fait ce choix. Je pense que c'était financièrement aussi, puis il avait envie de jouer dans une top 5 league. C'est ça. Mais je pense que si tu peux payer Yaremchuk 20 millions d'euros, je pense que tu peux aussi payer, Ah oui, non, mais ici, c'est un choix du joueur, hein. C'était un choix du joueur d'aller du côté de Bologne. Par contre, je comprends effectivement que il faut un autre profil aussi. On est beaucoup sur les attaquants de déviation, les grands, forts, costauds. Est-ce qu'on peut pas aller chercher un attaquant un peu plus svelte, ou on prend plus de risques? Ils l'ont ça. Il a prouvé à Serrain depuis longtemps. Clairement. Il est là à mettre. Maziz, il est revenu. Pourquoi pas chercher un Mikotadze? On connaît ses capacités. Et pour Bruges, c'est un joueur parfait avec Van Aken, Vetlesen, avec le Nusa qui cherche le ballon. Il doit jouer avec deux attaquants. Avec ce qu'ils ont dans le noyau actuel, tu dois mettre Thiago et Jutgla ensemble. Sauf que t'as pas de troisième attaquant qui pourrait les pallier et dire que ces dernières années, le meilleur numéro 9 n'était pas ça. C'est ça. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, depuis Wesley, il n'y a plus un vrai numéro 9. Mais c'est la grande différence entre le club de Bruges de Karl Oufkens et celui de Ronny Deila. Tout à l'heure, tu as pointé des errances qui sont hyper importantes. Scovolsen, Buchanan sont des joueurs qui jouent pour leur pomme. On est face à une équipe égoïste, en fait. Mais clairement. Et c'est à l'image de son entraîneur. Ronny Deila, à peine avait-il signé du côté du club de Bruges, avait tout de suite parlé d'une opportunité d'aller ailleurs. Bon, évidemment, on peut pas saisir à quel point c'est fantasque ou il le pensait vraiment, mais imaginez cette personne qui n'est même pas encore arrivée dans un nouveau défi, qu'il se projette déjà dans un nouveau. Ça veut dire qu'il n'a pas la terre. Enfin, il n'a pas les pieds sur terre. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, est-ce que c'est pas quelque part, en fait, l'image de son entraîneur que le club de Bruges montre sur le terrain, Thomas? C'est le karma. Désolé, mais moi, je crois en ça et pour moi, désolé, t'es
t'es pas loyal envers un club pour lequel t'as vraiment travaillé, t'as tout donné, t'as vraiment créé un lien avec les supporters, avec les joueurs et c'est ça, tu pars du jour au lendemain alors que pendant quelques semaines t'affirmes qu'il y a 0 contact avec le club alors que tout le monde sait qu'il y a des contacts. Ouais. Pour moi, c'est une forme de karma et ce qui se passe au club de Bruges, je suis désolé de le dire, mais c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui, ben voilà. Au moins, vous aurez l'avis du clubhouse sur le club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise maintenant, qui est tout simplement en train de caracoler en tête. C'est une équipe qui fait du bien. Je t'aurais bien vu d'ailleurs à l'Union Saint-Gilloise. Tu fais partie de cette génération de revanchards. C'est vraiment des revanchards du côté de l'Union. Ces mecs qu'on n'a pas vraiment considérés ailleurs et qui viennent se refaire la cerise à l'Union et montrer à quel point ils sont bons. C'est vrai que c'est plutôt un club qui aurait pu t'aller à la perfection. Peut-être oui, mais chaque année ils font des transferts incroyables. Comme Amoura maintenant. Moi je ne le connais même pas. Il jouait même pas, il était même pas titulaire à Lugano. Il est très très fort dans l'espace, techniquement il est très fort, c'est un buteur, il fait jouer son équipe. Après t'as Nilsson qui rentre à chaque fois qu'il joue, il marque, donc je comprends pas. Thomas il est parti, ils ont laissé partir 7-8 joueurs, et ils sont toujours là. Portas c'est magnifique. Et ils ont le bon choix avec le coach. C'est un très très bon coach. C'est un très très bon coach. C'est enfin la saison du titre? Non. On dit ça chaque année. Je pense pas. Ah, tu ne penses pas? Ok. Et qu'est-ce qui ferait que cette année, avec le 3e coach différent, avec encore des bons résultats, avec encore des performances maintenant en Europe qui sont satisfaisantes, bon, il y a la défaite à Anfield, mais on va pas leur en vouloir d'avoir perdu à Liverpool, tu n'y crois pas? Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a 1 ou 2 équipes qui sont plus forts qu'eux. Justement, simplement pour ça. Je pense que Gantoise, ils vont pas être loin du titre. Et Anvers, ils vont toujours être là. Ils vont toujours revenir en Anvers. Anvers va toujours être là. Genk aussi. Ouais. Donc, je pense qu'il y a 2-3 équipes qui sont plus fortes qu'eux. Alors que dans le foot, tout est possible, mais je pense qu'ils sont pas assez forts comme l'année avant. Et avec Thomas qui est parti, Boniface qui est parti, et plusieurs joueurs, donc je pense que c'est ça. Ouais, moi je suis quand même assez dubitatif parce que je pense vraiment que cette équipe elle peut aller chercher quelque chose vraiment individuellement, elle a monté son niveau. Je pense que collectivement elle est bien meilleure, elle est bien mieux préparée aussi avec Alexander Blessin qui est un autre type d'entraîneur et puis surtout défensivement, excusez-moi, mais beaucoup parlent de Amoura, moi j'ai envie de parler de Koki Machida. Machida c'est extrêmement fort hein les gars. Machida c'est top hein. Franchement, mais là, attention, parce que pour moi, c'est l'élément fort, mais c'est aussi la faiblesse, c'est qu'il y a les 3, il y a McAllister, Burgess, Machida, mais que s'il y en a un qui se blesse, et Machida, on sait qu'il est quand même assez fragile, c'est là que ça peut être le tournant de la saison pour l'Union pour moi. Je suis pas d'accord avec ça par contre, parce que moi, à Sykes, je suis très fan de ce joueur, il est grand, il est peut-être un peu lent, mais pour moi, c'est un très 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 bon défenseur. Leisen, on l'a pas vu assez pour pouvoir juger, mais c'est vrai que il manque peut-être un deuxième défenseur central, surtout qui joue à 3 derrière. Ouais, possiblement peut-être pour le mercato d'hiver. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du club de Bruges. Petite info qui a été lâchée par Bart Verbrugge, c'était hier lors d'une assemblée. Voilà. De quoi? De la fondation de Bruges, De la fondation Club Bruges, exactement. Il y aura des arrivées. On peut notamment attendre un défenseur central. Hein. Au moins un, il a dit. J'espère, parce que c'est ça qu'ils ont besoin de ça. Ouais, vraiment un défenseur central, ce serait important. Place au championnat de France à présent avec le GC Nice, qui malgré sa purge auquel a assisté Thomas, eh bien, c'est pas la première fois, en plus, pour le moment leader du championnat de France. Assez étonnamment. Devant... Non, Monaco il est premier. Monaco est devant, pardon, avec le GC Nice à 1 point d'avance et le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut y croire? Le GC Nice champion de France? Non, je pense pas. Parce que t'as vu sur le terrain, parce que t'étais au stade. Ouais, mais même pas que, parce que Nice c'est l'équipe que j'ai le plus vu cette saison. J'ai fait Nice-Lyon, j'ai fait Nice contre le PSG, contre Marseille ici. Donc c'est vraiment l'équipe que j'ai, contre Monaco aussi, je les ai vus d'ailleurs. Donc je les ai vus déjà 4-5 fois cette saison. Et défensivement, c'est incroyable. Franchement, ils sont très forts. Todibo et Dante, ouais, c'est Dante 40 ans, c'est le vétéran Dante. Le vétéran Dante, t'imagines. Mais il est incroyable, ce qu'il fait. Mais on dirait qu'il a 25 ans quand il joue. C'est fou. Et il joue tous les matchs, quoi. C'est une dinguerie. À gauche, t'as Melvin Barth qui est très très bon aussi. Il y a juste peut-être le côté droit. Il y a Attal, qu'on connaît, il est passé par Courtrai. Bon, là, pour l'instant, il est dans des polémiques assez douteuses. On va pas parler de ça. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais sinon, ouais, après, offensivement, ils ont 3 bons joueurs. Laborde, Boga, et Mofi devant. Mais ce qui manque, c'est
des remplaçants. Ils n'ont pas des remplaçants de qualité, même si Guessant, qui a marqué le but victorieux face à Marseille, est bon, mais pas assez pour remplacer un Mofi si toutefois il se blesse. Voilà, moi je me permettrais de mettre un petit coup de chapeau à Francesco Farioli, Oui, que beaucoup record, hein. 4 buts d'observateurs ont tout simplement égratigné à son arrivée. Le mec, il est hyper jeune, il est frais, il arrive avec des idées. À la Roberto De Zerbi, il imprime sa patte sur la Ligue 1 et merci, au revoir, bon week-end, quoi. Bravo. 4 buts encaissés Ouais, en seulement. 9 matchs, hein. 4 buts, hein. C'est Bravo. incroyable. La classe Et à le l'italienne. très bon gardien aussi. Ouais, il est très, très fort. Effectivement, Francesco Farioli, très certainement d'ores et déjà dans le top 5 des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Ça, c'est une évidence. Ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense pas qu'ils seront champions. Je Non, pense que- parce que vu la façon dont Parce que Monaco a Monaco est très retourné bon. le truc face à Metz. Ouais, mais Monaco est très bon aussi. Je les trouve même meilleurs que Nice et que le PSG d'ailleurs. Je pense que Monaco peut surprendre aussi. C'est ce Vraiment. pourquoi je parlais Ouais. d'Adi Hutter, effectivement, qui pour moi est un entraîneur de grande qualité aussi. Deutsche Qualität, hein. Tout le temps l'Allemagne, hein. C'est incroyable. Là, c'est discipline. La C'est rigueur ça. et la discipline. C'est ça que dans le foot, ça marche. Blessing, hein, Blessing aussi. Hein. C'est aussi ça d'ailleurs, on va en profiter pour parler un petit peu de Ball Movement Plus. C'est important pour ceux qui ont le podcast et tu as un magnifique suite avec le nom de la société. C'est aussi ça aussi que toi, tu apprends à tes jeunes joueurs, à tes jeunes pépites, cet impact, cette intensité, cette puissance. Qu'est-ce que tu vas leur apporter aux jeunes? Ben ça, le foot, c'est, comme tu dis, c'est vouloir la balle. C'est pas seulement défendre ou comme on disait avant. C'est vouloir la balle, l'intensité que tu mets dans tous les passes, tous les mouvements que tu fais. C'est pour ça que j'ai créé ces trucs parce que je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, il manque la base. C'est trop maintenant YouTube et Instagram. Oh, il a fait ça, 4-3-3, et TikTok. Non, le foot, c'est la base. Après, tu rajoutes ce que tu peux rajouter. La passion, l'intensité, les entraînements, tout ce qui vient avec. Et pour moi, ça, c'est important d'apprendre ça aux jeunes. Et que même chez moi, à Malines, où je suis coach chez les U23, c'est ça que je leur donne à chaque entraînement. Je dis, écoute, le foot, c'est facile d'arriver à un certain moment. Mais pour chuter, c'est encore plus vite. Donc, chaque entraînement, il faut se donner 100%. Parce qu'il y a plein d'enfants qui ont faim pour niveau joueur de foot. Donc, il faut pas prendre ça comme ça. Et ça, maintenant, les jeunes aujourd'hui, ils oublient que chaque entraînement, chaque match, il faut prester. Pas parce que t'as marqué la semaine passée 2 buts que c'est bon, non. Chaque semaine, il faut prester. C'est ça que c'est important. Et si vous êtes jeune et que vous cherchez forcément un entraîneur de qualité, nous vous recommandons d'aller chez Ball Movement Bien Plus. Voilà, avec Marvin, on va bien s'amuser et en plus de ça, on va apprendre beaucoup de choses avec quand même un illustre Diable Rouge. Oui, quand on l'a été une fois, je le répète, on le reste. Diable Rouge, Merci Marvin. beaucoup, merci. C'est avec plaisir. On va terminer avec le crack et la fraude, les amis. Le crack ou la fraude, très simplement. C'est un choix que tu dois faire, Quentin. Exactement. Je te regarde parce Eh qu'attention, les yeux te regardent. Attention, c'est que je suis pas resté en Jupiler Pro League. Ah. Je suis parti à l'étranger. Très bien. Et on doit parler, les gars, Jérémy Doku. Ah. Oh là 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 là. Pas du tout original. On doit Alors là- être fiers. Non, bah franchement, on doit être fiers d'avoir Jérémy Doku pour notre équipe nationale, pour les futures années et tout. Il est incroyable. L'accélération, la deuxième accélération qu'il donne, les gars, franchement, regarde, ils avaient dit, ouais, en fait, il sait faire que des tout droits. Notamment un certain journaliste français, faut pas dire son nom. Pas un journaliste, c'était Un Jérôme Français. Bretagne, ancien Jérôme joueur. Bretagne, quelqu'un? Je ouais. pense que c'était rigolo. Ouais, Voilà, mais Bretagne. Daniel, on t'embrasse. Je fais un gros bisou. Et donc, ouais, il sait faire que des tout droits. Non, il arrive en première ligue, il va être sur le banc. 6 matchs de première ligue, 5 titularisations. Et franchement, c'est lui qui donne ce petit peps à cette équipe de City qu'elle avait besoin de tourner autour du rectangle. L'accélération, premier goal, bam, Foden. C'est franchement, Jérémy Doku, on doit être fiers de l'avoir comme notre équipe nationale. C'est bien parce que tu nous as refait l'action pour ceux qui nous écoutent en podcast. Ah, mais voilà, C'est et la magnifique, voix. je l'ai vu. Voilà, exactement, t'as vu ça. C'est parfait. Non, mais c'est vrai, effectivement, Jérémy Doku, assez impressionnant. Et quelque part, on se dit que ses progrès ne font que commencer, hein, Marvin. C'est ça. Il est très très jeune. Avant, c'était, il a pas les stats, mais depuis à Rennes, il a commencé à faire des choses incroyables. Et là, maintenant, en quelques matchs, il marque, il donne des assists, il compte sur le banc, il rentre, il change le match. L'énergie, c'est comme, Un game changer. Ouais. c'est l'énergie. Mhm. Quand tu peux donner ça à une équipe, bah, ça donne un boost et c'est facile. On en a effectivement Doku, cette nouvelle génération qui va peut-être nous emmener loin. À l'Euro, en tout cas, on croise les doigts. Thomas, ton crack ou ta fraude? Je vais prendre un crack. J'ai hésité entre un joueur Jupiler Pro League ou un joueur hors Pro League. J'ai quand même craqué pour la Pro League parce que j'adore la Pro League. Mais il en a déjà parlé un petit peu. C'est Puertas. On en a parlé un petit peu vaguement. Ouais. C'est Puertas parce qu'il a déjà été 13 fois décisif cette saison. C'est un joueur incroyable. Quand on a vu que Thomas partait, et même la saison dernière, quand on voyait les matchs de l'Union Saint-Gilloise sans Teddy Thomas, c'était vraiment pas pareil. L'Union n'était pas bon
sans Teddy Thomas. Donc quand on a su qu'il partait, on se disait ouais, l'Union Saint-Gilloise, ça va pas être bon cette saison, ils vont pas être à la position qu'ils sont actuellement aujourd'hui. C'est Puertas qui devait le remplacer. Et chose assez logique aussi, je pense, c'était un de ses meilleurs amis à Puertas, Teddy Thomas à l'Union. Ils s'entendaient très bien et je pense que ça lui a donné une certaine confiance. Et ce qui donne à l'Union aujourd'hui, ses statistiques, sa façon de jouer, incroyable. Je l'adore. Le contrôle de balle en mouvement. Ouais, il est vif, rapide. Dans les petits espaces. Il sait la mettre la balle. Peut-être des fois il est je dirais pas égoïste, mais il tire souvent dans des angles. Des fois on se dit pourquoi tu tires maintenant. C'est ça, mais il essaie, il tente et c'est un joueur incroyable. Et franchement, est-ce qu'on parle encore de Teddy Thomas là actuellement à l'Union Saint-Gilloise? Non. C'est grâce à Puertas. Non, franchement, il a très bien remplacé. Effectivement, c'est un super crack, Marvin. T'as un crack, toi, ou une fraude? Je t'ai demandé de réfléchir avant l'émission. Hein. Moi, j'aime pas les fraudes. J'aime pas critiquer les gens parce que pour moi, c'est mieux de parler de trucs positifs. Moi, d'abord, je voulais prendre Boniface, mais je suis resté avec Bilal El Khanous. Bilal El Khanous, ok. Parce que pour moi, on parle pas assez de lui. Ça fait depuis cette année, l'année passée, ils n'ont pas d'assist, pas de but. Cette année, il a pris numéro 10. Ça veut dire que déjà, il prend sur lui numéro 10. Et avec ça, il donne des assists, il marque des goals, il fait jouer sur une équipe. Tout ce qu'il fait, ça paraît simple. Ça paraît simple et c'est pas un joueur qui va faire des passes ma jambe, des trucs à la Ronaldo, non. Il joue simple. Dans la simplicité, c'est là qu'il est le plus fort. Et lui, il fait tourner son équipe. Il a 19 ans, 18 ans, je sais pas quel âge il a. Il est très très jeune, mais il fait tourner Genk. Il fait tourner Genk et on parle beaucoup de Vetlesen, Van Aken, Thomas. Et Bilal El Khanous, on ne le met pas assez dans le spotlight. C'est le dépositaire du jeu. Il est très très fort. À mon avis, cette année, c'est la dernière année qu'il joue à Genk parce que ça, c'est sûr. Il a dépassé tout le monde et pour moi, c'est les meilleurs mettants en Belgique. Il y avait peut-être une hiérarchie, effectivement, dans la tête de Dimitri de Condé. D'abord, laisser partir Mike Trésor et puis après, Bilal El Khanous. Depuis que Trésor est parti, lui-même, il prend les corners, le coup franc, il prend tout maintenant. Donc maintenant, il a pris le numéro 10. Ça veut dire que les garçons, ils se disent, je suis prêt et je vais vous montrer. Et il est fait. Effectivement, avec un Zakaria Louadino aussi qui a été excellent dans sa dévotion physique. Beaucoup s'inquiétaient de est-ce qu'il va pouvoir suppléer Munoz. Ouais, c'est ça. Et il a été très bon. Il a été très bon, Zakaria Louadino. Parce que c'est pas un vrai arrière droit normalement. C'est un ailier droit dans un système à 3-5-2. Ouais. Moi, quand je l'ai vu arriver à Genk, j'étais un peu surpris. Je pensais que c'était pour remplacer Preciado qui partit en République tchèque. J'étais un peu dubitatif, mais ce qu'il fait là, c'est très bon. C'est le joueur qu'ils ont besoin parce que Munoz c'est déjà un profil très offensif. Munoz a failli partir en première ligue cet été, donc le départ de Munoz va être bientôt, soit en hiver, soit en été. Et surtout qu'ici, ils ont le joueur pour le remplacer. Et Munoz, le nombre de goals, le nombre de fois où il est dans le dernier tiers, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, ils ont besoin d'un joueur, et El Wadi a le profil parfait pour justement faire cet apport offensif dont Genk a besoin. Effectivement, alors on pourra toujours regretter le fait aujourd'hui, il sera pour les Lions de l'Atlas. Et puis avec la Belgique, ça c'est une grande tristesse c'est comme El Khanous, hein, que je voulais rebondir là-dessus aussi. C'est vrai qu'il a raison de mettre El Khanous en avant, parce que même avec le Maroc, il est titulaire. Il a pris la place de Selim Amala qui reprend un peu la confiance du côté de Valence. Je sais pas si ce sera lui le titulaire à la CAN ou pas, mais il est titulaire avec le Maroc à 19-20 ans. C'est quand même, en équipe nationale, c'est vraiment très fort. Ça va être sympa et la CAN, c'est une compétition qu'on suivra et qu'on vous fera suivre également dans le Clubhouse Football Time. Un petit crack simplement pour moi, je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Nathan Ngoy, bien évidemment. Nathan Ngoy a été absolument fantastique. Il enchaîne une deuxième grosse performance après son match face au club de Bruges. Un petit peu mis en difficulté et même bien mis en difficulté en première période par le couloir droit du Sporting d'Anderlecht avec notamment Anders Dreyer et Thorgan Hazard. Voilà, qui passait énormément par lui, mais Nathan Ngoy est évidemment pour moi en termes de potentiel un des meilleurs très certainement en Jupiler Pro League. Chez les jeunes Belges. Et même pas repris chez les jeunes Belges. Même pas repris chez les jeunes Belges, mais ça ne saurait tarder. C'est dommage. Hein. Voilà, lui et Joël Schenktienne, Monsieur Gilles Swerts, le message est passé, merci. Il faudrait le sélectionner pour la prochaine joute internationale. Les deux, c'est vraiment des cracks et c'est pour moi les futurs qui vont péter, je vous le dis très clairement. Voilà. Merci. Ben oui, et puis pour le reste, c'est wait and see. Ah oui. Mais bien sûr. Pour le reste, il fallait pas oublier wait and see, Thomas. Mais je t'ai une follow sur Twitter, je pense. Wait and see, bien sûr, c'est notre séquence spéciale bruit et rumeurs de transfert. Aujourd'hui, c'est dédié au Zeno de Bast, son remplaçant, et puis on parlera également de Johan Bakayoko. Merci messieurs d'avoir été là. Marvin, un immense merci d'être venu jusqu'au studio. Avec plaisir. Ton français est délicieux. Ouais. Je tiens à te le dire. Franchement, je savais pas que tu parlais français.
Donc maintenant on sait. Ah oui. C'est magnifique. T'as été fantastique. Merci Thomas. Avec plaisir. Et puis merci Quentin, encore Avec une fois. plaisir. Très fort dans l'énergie. Ah, on voit qu'il pousse à la salle. Voilà. Là il est au régime et moi j'ai cacahuète maintenant. Allez, on vous laisse bien sûr sur cette tranche de rire dans le Clubhouse Football Time. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'est plus que jamais important. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.